Tout le monde me parle de l'épaule quand je me fais enlever le tatouage avec la râpe à fromage. Ouais, c'est ça. Ouais, je jouais une tête brûlée, un peu sur la poudre qui voulait être un skin. Mais je me souviens que c'est drôle parce que, en même temps, je me suis pas donné les moyens pour. Là, j'ai pas perfectionné mon anglais. J'ai vécu d'une certaine peur où je me suis empêché de faire ça aussi. J'aimais mieux rester le petit king du Québec que d'essayer d'essayer de quoi. T'émanciper ailleurs. Hein. Oui, j'ai plus ces peurs-là maintenant, mais à l'époque, j'avais ces peurs-là. Puis je me souviens que les premiers rushs que les producteurs ont vus, ils ont fait « Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? » Ils trouvaient mon personnage trop weird. Puis Kanye était « Non, laissez-le aller. Ça marche. » Mais c'est vrai que c'était weird comme proposition. J'ai encore un petit peu de travail à faire là-dessus, mais au moins, je tombe plus dans... Hey, moi, j'ai des périodes, là, Ouais. Ma blonde m'a déjà ramassé couché pendant 3 jours dans le sol en fœtus parce que j'étais plus capable de me déplier, puis j'avais mal au ventre, je suis rentré à l'hôpital, puis j'avais rien, tu sais. Ah ouais. Trop stressé. Ça te donne une idée de l'anxiété que je vivais, là. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste commencer en disant un gros merci à tous ceux qui se sont présentés au Comédia Fest, hein, que ce soit pour mon spectacle Maturisé ou l'enregistrement devant public du What's Up Podcast avec Yann Terriot. Un gros merci. En passant, le podcast va être disponible exclusivement à mes Patreons et peut-être que je vais le mettre disponible sur YouTube pour tout le monde. Cette semaine, qui qu'on soit, c'est nul autre que le comédien et acteur Jean-Nicolas Véro. Fait que j'ai un gros plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à le recevoir sur le podcast. C'est un acteur que j'aime. C'est un acteur qui est un acteur chouchou des Québécois. Hein? Les Québécois, on l'aime bien. Fait que bref, ça a été un plaisir de pouvoir parler de tous les films, projets qu'il a participé, autant de son parcours et autant jaser de culture québécoise avec Jean-Nicolas. Fait que bref, un gros merci à Jean-Nicolas d'être venu sur le podcast. Juste avant que je vous laisse commencer le podcast, juste vous rappeler aussi de dire un gros merci à mes commanditaires de cette semaine. Hein? C'est les mêmes que d'habitude et vous les connaissez, c'est les cafetières Bellucci et procafetière.ca. Si vous savez pas c'est quoi ces cafetières-là, c'est vraiment les meilleures cafetières. Vous voulez avoir de la qualité, allez vous pogner une cafetière Bellucci. C'est les Mercedes des cafetières. Checkez-moi ça, le chrome après ça. Hein? Ça te donne pas-tu le goût d'en acheter une, ça? Sont-tu pas beautiful, hein? Fait que si vous voulez vous en procurer une, faites-les avec le site et la compagnie procafetière.ca. Hein, c'est vraiment eux autres les experts. Vous pouvez le commander sur leur site ou sinon présentez-vous en magasin. Ils ont en ce moment un magasin, un local temporaire parce que voilà une couple de semaines, ils ont passé au feu, mais aussi tenaces et déterminés qui sont. Ils ont réussi à se relever hein, rapidement. Puis à se remettre sur pattes. Fait que moi je vous encourage à aller les aider, à aller les supporter dans qu'est-ce qu'ils sont en train de passer à travers. Ils continuent à vous donner un excellent service. Fait que faites affaire avec procafetière.ca. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous dire que si vous voulez m'encourager, devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres. C'est pas grand chose pour vous autres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Puis si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours le faire en devenant membre, en vous abonnant sur ma chaîne YouTube. Ça coûte à rien. Laissez un petit thumbs up, écrivez Hochelaga dans les commentaires, comme ça va m'aider avec les algorithmes. Puis ça va être super apprécié. Fait que bref, sur ça, je vous dis un gros merci tout le monde. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Aujourd'hui, très content de le recevoir, l'acteur et comédien Jean-Nicolas Véro. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes! Yeah. Merci. Enfin, on se voit. Enfin, merci d'avoir accepté. Ça a été tough, les horaires. Ouais, ça a été un peu compliqué. Puis j'aurais dû t'écrire genre une semaine avant, c'était pour te rappeler qu'on regarde, était... c'était effrayant. Ouais, ben c'est ça, j'imagine, t'es bien occupé là en ce moment. Ouais. Puis j'ai des horaires qui changent des fois. Ouais. C'est ça. Les tournages, à un moment donné, on va condenser ça, on va refaire ça. Non, finalement, tu peux-tu jeudi? C'est ça. Ouais, c'est
ça. Puis là, Fait Jeff que, prend le bord. Ben, c'est pas que tu prends le bord, Non, mais non, c'est qu'à un moment donné. Non, je sais que t'es Là, carré. j'ai un malaise, je prends une gorgée. J'aimerais qu'on commence en parlant de Radio Enfer. Ouais. T'as Oh joué mon Dieu, tu là-dedans? remontes loin. Tu remontes loin. Ben Chris. oui, on remonte loin. Moi, Ouais. pourtant, je savais que t'allais jouer dedans, puis c'était toi, mais on dirait que j'avais carrément oublié Je ça. comprends, j'ai une espèce de grand ado attardé, semi-mongol, c'est bon. Oui, non, c'est de mes premières affaires, ça. Mes chums, tu sais, c'est Michel Charette, François Chénier, c'est des bons chums. Puis là, Ben je pense que ouais. j'étais sorti de l'école, ça faisait pas longtemps. J'ai fini l'école nationale en 95. Je me souviens plus c'était en quelle année que j'ai fait ça, Radio Enfant. Mais c'est ça doit être dans tes débuts, ouais. là, parce que... Oui, c'est d'un début. je pense que c'est dans tes premiers rôles. Oui, complètement. Si c'est Ben pas oui, le parce que je premier. me souviens qu'à cette époque-là, moi, j'ai fait, quand je suis sorti de l'école nationale en 95, j'ai fait du, comme sideline. Je faisais de la caméra dans un gros studio d'audition pour des séries télé et des films. Ça, c'est quoi? C'était un caméraman? Ou, Oui, c'est moi qui faisais quand tu faisais des auditions, c'est moi qui étais à la caméra. Ah, C'est ok. ça. Fait que j'ai ok. beaucoup appris en faisant ça. J'ai beaucoup appris le processus des auditions pour le cinéma et la série télé. Fait que je faisais ça comme sideline, fait que je travaillais pas bien. Tu sais, quand je suis sorti en 95, un peu de théâtre, une coupe d'affaires, puis je faisais ça comme sideline. Je pense que c'est là que j'ai pogné Radio Enfer. Ok. Fait que c'est vraiment au début, là. Ok. Début, ouais. T'as-tu postulé ou auditionné? Pour ou... Radio Enfer? Ouais. Non. On t'a le juste offert? Ouais. Ouais. Louis Saya, qui faisait ça, qui Il réalisait voyait dans un le grand temps. tatan en toi? ou, Ouais, je pense que oui. Puis c'était des chums, puis ils ont dû faire Ah, mon ok. chum Jean-Nic serait pas pire là-dedans. Fait que c'était pas beaucoup, là. Je pense que j'avais tourné une couple de fois. Puis, Non, c'est ça. C'était une coupe d'apparition que tu c'est faisais ça. ici Ouais, et le là. chum de. C'est-tu Camille qu'elle s'appelait, le personnage? Non, J'écoutais je moins. pense que c'est Dominique. Dominique, la petite en tout cas. Ouais. Ben, t'as Camille puis Dominique. Je pense que c'était Camille. Il me semble que c'était Camille. Mais pas sûr. Anyway. C'était comment l'ambiance sur le plateau? Sur Radio Enfer, c'était le des chums, fait que c'était le fun, tu sais. Mm-hmm. C'était du gros fun. Puis je sais que Louis Saya me laissait faire mes niaiseries, tu sais. Fait que. Ouais, t'avais-tu laissé place à... Ouais. Bon, oui, c'est moi qui ai proposé ce grand débile-là qui, je pense qu'à un moment donné, il a fait, hey, laissez-le aller. Laissez-le faire. Ah ouais? Laissez-le faire Fait ses qu'il y avait niaiseries. bien de l'impro Ouais. là-dedans? Oui. Il n'y avait pas, tu sais... puis quand j'ai vu le résultat après, j'ai fait « Hey, Chris, ouais, OK, il avait de l'air semi-drogué, un peu. » Tu sais, rien de ça qui est dit, fait que c'est ça qui est drôle, tu sais. Ouais. C'était comme un grand sensible, naïf, mais il était Ah weird. ouais. Il était assez weird, tu sais, puis c'est le même que j'avais proposé, puis j'avais aucune direction d'acteur là-dessus. Là. Je pense que Louis, quand il voit que c'est le fun puis que ça marche, c'est drôle, il fait « Let's go ». Là, lâche-toi là. De toute façon, c'est tous des personnages un peu flagués là-dedans. Ouais. Ça décrochait-tu des fois? Hey, écoute, ça fait longtemps. Tout ce qui est sitcom, ça décroche à un moment donné. Ouais. Moi, je me souviens que c'était les premières affaires, fait que je voulais bien faire. Fait que je pense pas que ça m'est arrivé ailleurs de décrocher dans d'autres projets. Mais je me souviens pas là-dedans que. Mais oui, effectivement, Mais tu sais, c'est t'es- une gang de niaiseux. là. Puis t'es devant un public aussi. Ouais, t'es devant le public. Fait que tu sais, t'es... T'es devant le public, t'as un certain timing, tu veux pas trop retarder le show, mais Ouais. oui, ça arrive. Ben oui, c'est le genre de show, ça arrive, c'est sûr. Là. OK. C'est clair, ouais. Le deuxième affaire, je voulais te parler. Hochelaga. Ouais. Hey, ce film-là, là, j'ai capoté sur ce film-là. J'ai Ouais, t'es pas tout adoré ce film-là. T'es pas tout seul. Pour vrai, même encore aujourd'hui, Ouais. je trouve que ça fait partie des bons films québécois qui s'est fait Ouais. ici. Là. Ouais, c'était un bon Michel Jeté qui avait réalisé. Ouais. C'était qui avait beaucoup de connexions à l'intérieur de ce monde-là, puis ce milieu-là. Fait qu'il l'a bien écrit, il l'a bien décrit. Tu sais. Ah ouais, c'est le même qui a préparé ce film. Ouais, c'est un gars qui avait des connexions à gauche, à droite, puis c'est de ça qu'il s'est inspiré. Fait que je pense que c'était à ce niveau-là, c'était bien écrit. Tu sais. Il y avait une bonne vision de l'intérieur de comment ça se passe. Puis oui, c'était marquant. Puis tu sais, c'est clair que mon personnage, tout le monde me parle du... Non, là, tu joues un drogué. tout le monde me parle de l'épaule quand je me fais enlever le tatouage avec la râpe à fromage. Ouais, c'est ça. Ouais, je jouais une tête brûlée, un peu sur la poudre qui voulait être un skin. Mais je me souviens que c'est drôle parce que j'ai fait ça puis Maelstrom en même temps. C'est deux films que j'ai C'est tournés. ça, je me demandais. en même temps, Ben, parce que- Maelstrom, c'est Denis Villeneuve Ouais, c'est Denis Villeneuve. qui est Puis- sorti dans les mêmes années. Qui est sorti les mêmes années, qui a été tourné en même temps. Écoute, il y a des fois, je finissais... ça m'est arrivé de finir à 5 h le matin sur Hochelaga, puis le transport m'attendait pour m'amener sur tourner Maelstrom. Ah Fait que, ouais. j'ai comme un record de 37 heures sans dormir. Là. Mais je me souviens que pour ce personnage-là, Michel aurait aimé ça que je me rase complètement les cheveux parce qu'il voulait que je joue un skin. Ouais, c'est ça, un skinhead, là. Puis ce qui fait que j'ai un bandeau sur la tête dans Hochelaga, c'est parce que je tournais Maelstrom en même temps. Puis il a fallu faire des concessions. Michel était un peu en crise. C'était comme, j'aurais aimé ça t'avoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me prends un autre acteur parce que, tu sais, à un moment donné, je peux pas. Fait il y avait une concession de me sacrer un bandeau sur la tête. Mais
Fait que c'est le même qu'on l'a fait. Parce que c'est un skin, tu sais, j'ai comme un bomber là-dedans. Je suis souvent en camisole blanche. Ouais. Fait que Puis le gars, il cherche. Ça représentait ça un peu. Ouais, il cherche, il veut se trouver un groupe Ouais. d'appartenance. Puis il finit par passer comme ben du monde a passé. C'est-à-dire qu'il... Tu sais, dans ces gangs-là, tu deviens de la chair à canon un peu. Là. Ouais. On t'utilise. Quand t'es pas dans les top, on t'utilise, tu sais. Fait que c'est un peu ça. On se c'est un sert peu de de même toi. que ça finit. Ouais, c'est ça. Puis, comment tu t'es préparé pour ce rôle-là? T'as-tu à faire une préparation? Je me souviens que j'ai auditionné, premièrement. Puis c'est pour ça que Michel m'a pris, parce que j'avais fait une crise de bonne audition. Puis ma préparation, c'était... c'est toujours la même façon que je travaille, moi. C'est-à-dire que je m'en parle du scénario, puis tranquillement, pas vite, le personnage m'habite, ça mijote. C'est sûr que je fais des choix. Tu sais, il y a des choix physiques, il y a des choix de costumes, il y a des choix de... Si tu veux y imposer certains tics, certaines affaires à ton personnage, une démarche, une façon physiquement de se tenir. Puis pour le reste, c'est du travail intérieur. Fait que pour le reste, je te dirais que le personnage m'habite tranquillement plus les jours avancent. C'est pour ça que ma blonde souvent me trouvait pas du monde quand un personnage approche. Parce que dans ma vie, tranquillement, on va faire l'épicerie, on va faire quelque chose. J'y pense de plus en plus. Puis je suis toujours en train de me dire comment que mon personnage serait dans le quotidien, qu'est-ce qu'il ferait. Fait que moi, j'ai toujours appelé ça mijoter un personnage. C'est ma façon de travailler, c'est-à-dire que je place pas 1000 affaires. Je pars rarement de l'extérieur, je pars beaucoup plus de l'intérieur pour après y mettre des choses que je veux y mettre. Ah, j'aimerais ça, que je vais dire n'importe quoi. J'aimerais ça que, je sais pas moi, qu'il y ait du tabac jeté. J'aimerais ça qu'il fasse telle affaire. J'ai l'impression qu'il y a telle patente. Mais ça vient après. Fait que ma première approche, c'est beaucoup lire et relire le scénario en pensant au personnage. Donc, je l'entends. J'entends la façon dont il va faire les répliques. Puis après ça, il y a des choses qui s'installent. Si c'est un personnage nerveux, si c'est un personnage sur la poudre, si c'est un personnage qui est plutôt comme dans l'ouest du cochon, un peu plus dans sa tête, ça va pas vite, mais il est dangereux. Mais tu sais, fait que c'est des choses qui s'installent tranquillement. Fait que moi, j'appelle toujours ça mijoter les affaires. C'est comme un croque-pot un peu. Tu t'assimiles, tu lis une fois, 2 fois, 3 fois, tu penses au personnage, tu y penses de plus en plus, plus la journée de tournage approche. Puis après ça, je fais les derniers choix. Tranquillement, pas vite. Souvent, tu t'envoies à l'essayage. Tu dis, moi, j'aimerais mieux telle affaire, j'ai pensé à telle affaire. T'sais. Puis comment que Michel, le réalisateur, lui, il deal avec ça? Parce que dans le fond, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Il deal avec ça. Évidemment, tu t'en vas pas loin de ce qui est proposé. T'sais, quand tu lis le scénario, tu as quand même une bonne idée d'où s'en va le personnage. Puis tu jases avec le réal aussi. T'sais. Puis une fois que les bases sont installées, tu te proposes de quoi. Puis là, il faut que tu sois capable de t'ajuster. Tu es en négociation sur un plateau de tournage. Tu t'offres des choses, tu proposes des choix. Puis après ça, ou le réal tripe bien raide, ou ben non, il fait « Ouais, mais j'aimerais ça, juste ça, que telle affaire. » Fait que là, tu fais du fine-tuning à partir de là, tu sais. C'est rare qu'on est complètement à côté de nos pompes, là, qu'on est complètement à côté d'une affaire, puis c'est pas ça, pas en tout, le personnage. De toute façon, il me veut en audition, j'avais déjà une proposition en audition, il a trippé là-dessus. Fait que tu pars de cette proposition-là, puis tu fais du fine-tuning, qu'on appelle. Là, la job de finition. La job de finition. Tu sais, un bon réal, une bonne réal, c'est quelqu'un qui a une super écoute, qui part de ce que tu proposes, puis qui fait des mini-ajustements. C'est comme de la Formule 1 à un moment donné. Là. Tu prends la courbe à 2,40, tu veux pas échapper ton char, mais il faut que tu sois capable de gérer un paquet d'affaires, puis il faut qu'à un moment donné, une réal te parle dans les oreilles puis te fasse. C'est comme un pilote de Formule 1. Ouais. Du petit fine-tuning de char pour t'amener à ton maximum. Mais c'est un peu le même, ça marche. L'œil extérieur, là, dans le Exactement. Puis c'est là que tu vois que s'il y a une réal ou un réal est bon, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient te voir, tu sens qu'il est trop occupé par la technique, puis qui vient te voir, puis qui dit pourrais-tu, quand tu me fais telle affaire, puis toi, tu sais que tu l'as fait, tu fais OK, il n'y a pas eu une bonne écoute de la part du réalisateur. Là, tu te rends compte que le réalisateur n'est pas tout à fait à poser puis à l'écoute de ce que tu lui proposes. Des fois, c'est normal, parce que les autres, ils gèrent 1000 affaires, sont sur le plan large. Fait qu'ils n'ont pas vu l'affaire que tu... Puis là, c'est toi à ce moment-là à dire au réal, écoute, je sais qu'on était plan large, fait que tu l'as pas vu, mais tu vas le voir en plan rapproché dans mes yeux, je tiens de te le faire. OK, parfait, right. Puis là, il repart, on s'installe. Fait que, tu sais, c'est toujours un échange comme ça, tu sais. Puis plus tu as du métier, plus tu sais ce que tu as fait. Mais plus tu es avec quelqu'un avec qui tu es en confiance, plus tu te laisses aller. Fait que c'est toujours un teamwork, tu sais. J'ai l'impression... C'est une game de tennis. T'sais. Mais j'ai l'impression que quelqu'un qui a un ego mal placé, ça peut devenir... Ouais, c'est là que ça joue. C'est là que ça joue. C'est là qu'à un moment donné, quand un réal vient te voir et tu sais que tu as fait de quoi,
T'es pas... Ben là, je te l'ai fait. T'es pas dans le... Tu sais où bien que t'as un pas super réel devant toi, ou tu sais qu'à un moment donné, c'était plan large, puis t'es occupé à faire d'autres choses, puis tu comprends la technique, puis ce qui se passe autour. Fait que là, justement, t'es pas dans le... C'est rare à Star Trek. De mon côté, il n'y a pas de guerre d'ego, puis de mon côté, il y a juste on va être efficace. On va être efficace parce qu'on a un peu de temps à Star faire les affaires. Ben oui, c'est ça, surtout. Fait que tu te rends compte à Star que tu as des réals qui ont plus bien d'ego à ce niveau-là. Tu as des actrices et des acteurs qui ont moins d'ego. On est dans l'efficacité. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. OK, mais je t'ai proposé ça. Qu'est-ce que t'en penses si ça, je te l'ai fait, tu vas voir dans le plan rapproché. OK, right. Fait que, mais oui, effectivement, ça peut donner lieu à des guerres d'ego, mais on a comme plus le temps d'avoir d'ego à ça. Parce qu'il y a tellement de manque de temps et de ressources que c'est hallucinant vous êtes comment dans ça va le même, dans la même situation. Ouais. Là. Ouais. Moi, je me souviens d'une époque là, où on faisait de la série lourde ou semi-lourde, là. Puis quand on accotait 12 pages de tournage par jour, on commençait à capoter. On disait, ça n'a pas de sens, on peut pas se rendre à 12 pages par jour, ça, faut faire de quoi? Puis aujourd'hui? Ben là, on est rendu qu'on fait du... Ben ça dépend. Quand tu fais de la quotidienne, c'est une autre affaire. La quotidienne est riguée pour faire du gros stock, vite. Mais tu sais, quand tu fais de la quotidienne, tu fais du 35 pages par jour. Là. Ah ouais? Ouais. Sauf que là où j'ai plus de difficultés, c'est quand on tombe dans des... La quotidienne, pour moi, c'est clair. On s'en va là, on sait qu'on va rouler. Ça va. C'est fou. Tu prépares à rouler. Ben, c'est fou, mais c'est ça. Okay. C'est trippant, on embarque là-dedans, puis on est dans l'instinct, puis on essaie d'être hyper naturel vite, fait qu'on improvise un peu, puis on n'est pas... fait que ça donne quelque chose de bien trippant des fois. Quand on est dans un produit qui est supposé être une série où on prend plus de temps au niveau de l'éclairage encore, où on se veut un peu cinéma, mais que là, on est encore dans le rapide. Moi, c'est le produit juste en dessous que je trouve tough, des fois. Aller tourner du gros stock où on prend le temps d'éclairer, puis finalement, c'est l'actrice ou l'acteur qui reste 2 takes, puis il faut qu'on clenche sur quelque chose. C'est avec ça que je trouve ça un petit peu plus difficile. On livre pareil, on fait notre job. Mais tu sais, tout le monde pense, la grosse quotidienne, on est préparé à ça. Fait que c'est ça. On s'installe, on roule. Dans la rapidité de l'aptitude des machines, là, si je parle de, mettons, stats, là, on est, je veux dire, normalement d'amour, puis moi, on finit une journée, puis il reste 10 minutes, puis c'est comme, non, pas de répète placée Kodak. Puis on arrive à improviser là-dedans. Là. Ouais. Mais ça amène à l'essentiel. On est comme dans notre instinct, on est comme dans nos affaires. Fait qu'on devient. C'est pour ça que Stat, il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs, c'est super naturel parce qu'on a comme pas le choix. T'as personne qui est comme pogné dans son texte. Puis fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est ça. Les crises de machine qui travaillent là-dessus. Ça roule vite. Ouais. Mais quand tu dis un genre de sel juste en dessous, c'est quoi ça? On est toujours dans la télé ou dans le cinéma? Oui, mais tu sais, des séries. Où t'es pas dans la quotidienne, où c'est un épisode, 1 heure par semaine, puis qu'ils ont peu de budget aussi, mais qu'il y a un souci un peu plus grand au niveau de l'image puis au niveau de l'éclairage. Fait que t'as comme un souci de placer ton stock pour avoir quelque chose qui est plus proche du cinéma, mais on a quand même du 20 pages par jour. Fait que là, t'es comme dans un entre-deux d'affaires qui est difficile un peu, moi, je trouve. On roule, mais c'est pas pensé, on dirait, pour rouler autant, parce qu'il y a comme un souci. Tu sais, avant, à une certaine époque, c'était plus clair. T'avais du téléroman TV qui était pensé, il y avait 3 Kodak dans un studio. Ouais. On répétait pendant une couple de jours. D'un coup, pouf, là, on tournait plein de scènes pendant la journée. Tu voyais pas le réel, t'es caché dans un bout. Puis là, tu jouais pour la A, après ça, tu jouais pour la B, tu jouais pour la C. Ou t'avais de la série à gros budget. Fait que là, on avait le temps de faire les affaires. T'sais. Là, t'as comme plein de sous-produits entre les deux. T'as comme des séries qui sont belles, mais qui vont bien vite. T'en as d'autres qui prennent un peu plus leur temps. T'as de la quotidienne, qui a un plus grand souci d'éclairage quand même qu'à l'époque, quand c'était vraiment juste en studio. Fait que on est comme plein de produits hybrides à cette heure entre les deux. Mais je te dis ça, puis moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas de problème non plus à aller tourner des fois dans cette rapidité-là. Là. Mais je sais qu'il y a des crises de bonnes actrices puis bons acteurs qui ont de la misère, puis qui pourraient te donner du bon stock, mais qui deviennent bien nerveux, puis qui sont bien stressés par rapport à la rapidité de la game à cette heure. C'est fou à quel point qu'il faut s'adapter puis être créatif, puis débrouillard dans notre petit écosystème québécois, là, pour réussir à essayer d'être compétitif. Oui, puis ça, c'est tough. C'est un bon point que tu amènes à essayer d'être compétitif, parce qu'à cette heure, on se bute à un paquet de patentes. Mais un paquet... Tout le monde a des abonnements partout. Là. Netflix, Disney, Prime... Fait que tu peux avoir accès à un paquet de patentes puis de séries où il y a
12 auteurs, il y a un budget de fou, on prend le temps de faire les affaires. Une qualité, pas toujours une qualité d'écriture, mais des fois oui, puis une qualité d'image, puis une qualité de réalisation. Puis à travers ça, on se débrouille, puis on réussit quand même à avoir, tu sais, comparativement au reste du Canada anglais, on a un milieu particulier. On a un box-office qui n'existe pas au Canada anglais. Le Canada anglais ont beaucoup plus de budget que nous autres. Malheureusement, on s'est battu beaucoup le Québec on se bat encore pour avoir une part de tarte plus grosse parce que nous autres, on score, puis le Canada anglais ne score pas, puis ils ont plus de budget. Parce que du côté canadien-anglais, c'est juste les États-Unis qui fonctionnent. Puis ils pognent cette culture-là. Non, ils n'ont pas de box-office, ils ont des séries, ils ont beaucoup plus de budget que nous autres, parce que c'est réparti au niveau des provinces, c'est réparti au niveau... Puis malheureusement, on est tellement à part qu'on mériterait d'avoir une plus grosse part de tarte, parce que nous autres, on score, puis on a un public, puis on a, tu sais, je veux dire, stat, on fait 1 700 000 parfois, par semaine, tu sais. C'est 1 700 000 sur 7 millions de population. Là. C'est du monde en tabarnouche. C'est une grosse part de marché. Au Canada anglais, ils n'ont pas ça. Ils scorent zéro qu'une barre. Toi, comment tu vois ça, justement, l'arrivée de ces plateformes-là, Netflix, Amazon Prime, Disney? C'est quoi qui est positif et négatif, genre pour le meilleur et pour le pire? Ou... c'est une bonne question. C'est dur de répondre parce que je suis un bon client quand même. Je suis un consommateur de tout ça, tu sais. Fait que d'aller à l'encontre de ça puis de dire que c'est dur pour nous autres puis que faudrait qu'il y ait plus de contenu québécois. Moi-même, je suis un grand consommateur de patentes qui vient d'ailleurs, tu sais. Fait que... Mais c'est sûr que c'est un marché qui est en transformation. C'est un marché qu'on se doit de protéger à un certain niveau, tu sais. Totalement. Si tu laisses ces géants-là rentrer... faut effectivement qu'il y ait une part de leur contenu qui vienne d'ici. Mais en même temps, ça ouvre la porte à d'autres choses. Moi, j'ai des amis qui ont proposé, quand ça passe par Prime, ça roule. Quand ils disent, un projet, la machine embarque, puis ça y va. Netflix, c'est plus compliqué, mais je veux dire, c'est quand même une plateforme parmi tant d'autres où tu peux aller proposer des projets. T'sais. Moi, qu'est-ce que j'aime moins avec ça, c'est que, tu sais, quand Netflix est arrivé, puis que... Mais c'est avec le Canada qu'ils ont négocié, et non avec le Québec. Tu sais, moi, le souverainiste que je suis, tu sais, j'aurais aimé mieux que les deux... Ils puissent, tu sais, le Canada pour le Canada, mais pour le Québec, c'est le Québec. Puis, on a un film qui est sorti sur Netflix. Parce que sinon, tu sais, nous autres, c'est pas la même langue, là, tabarnak, c'est pas la même pas. Tu sais, c'est deux sociétés. Mais par contre, Netflix, il y a des produits qui viennent de partout qui sont traduits, tu sais. Série qui vient d'Allemagne, une série qui vient, tu sais, fait que... Ouais, ça, c'est intéressant. Fait que, mais effectivement, puis là où t'as raison, c'est qu'ils vont peut-être finir par allumer qu'ici, il y a une bonne partie des gens qui... C'est comme, alright, on te laisse rentrer ici, mais par exemple... tu dois produire du contenu ici puis dépenser ici avec l'équipe d'ici. Et moi, je pense qu'une affaire que le gouvernement pourrait faire, ça serait rajouter la taxe sur Netflix, mais l'enlever sur peut-être des produits locaux ici. Très locaux, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Tout à comme fait. Ça incite le monde à encourager plus québécois. Oui, parce qu'au début, quand il y avait négocié une partie de budget de produits canadiens... C'était pour mettre une taxe. Oui, puis tout ce qu'il y avait à faire, Netflix, c'était d'avoir... Toi, mettons, un réalisateur canadien, mais finalement, c'était pas nécessairement tous des acteurs canadiens. Tu comprends? C'est ça. Fait que c'était comme un peu une zone grise, un peu ambiguë. Mais là, je pense que ça se précise. En tout cas, moi, je connais du monde qui propose des projets puis qui sont sur le bord d'être acceptés. Puis, ça, c'est cool. Fait qu'au niveau cinéma puis tout ça, fait qu'on verra. On verra comment ça va se développer. Mais effectivement, c'est des géants contre qui il faut se battre. Avec qui plutôt on aimerait travailler plus que se battre, tu sais. Puis c'est dur pour nous autres après ça, quand tu pognes une certaine génération qui coûte 1 million d'affaires puis que là, qui tombe sur une série québécoise. Il me semble que c'était pas super bien filmé, c'était pas super beau. Mais c'est tellement pas à armes égales. Non. Mais en même temps, qu'est-ce qui est beau que je trouve de ça, c'est que ça, souvent, tu sais, quand t'as pas d'argent, tu deviens tellement plus créatif, débrouillard, puis tu peux faire, tu sais, tu vas aller essayer de te faire, de te différencier puis de te faire remarquer. En travaillant 15 000 fois plus fort sur ton dialogue. Fait qu'au lieu, tu sais, mettons, je sais pas, d'avoir écrit la ligne facile, ben,
tu vas essayer vraiment de te projeter de... Ouais. Ben, tu sais, ça se voit, là, des fois, hier, j'écoutais de quoi sur Illico, je pense que c'est 1883, puis c'est, bref, le moment, le dialogue, c'était tellement cliché, c'était beau, là, mais c'était tellement cliché, j'ai parti à rire, puis c'est supposé être un moment touchant. Ouais, c'est ça. On l'a entendu 5000 fois, cette ligne-là, là, mais bref. Je vais te ramener avec, ça te dérange pas, le film Hochelaga. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé justement le bout quand tu te fais arracher. Comment ça s'est passé, ce tournage-là? Ben écoute, ça marchait parce que tout le monde sur le set, tout le monde souffrait pour moi. Là. Mais c'était un beau trucage. Là, moi, je jouais à souffrance, mais évidemment, je chantais rien. Là, mais c'était une patch collée par-dessus avec quelqu'un caché qui envoie du sang. Puis, tu sais... Mais ça marche. Ça a marché au bout. Fait que, c'était des scènes intenses. Puis moi, c'était dans mes premiers rôles. Fait que je voulais. Je me donnais dans l'intensité. Là. Ah, ben tout le long, à chaque fois que tu apparaissais. Ouais. Déjà, ton personnage était de même. Les têtes brûlées. Complètement. Fait que fait que c'était des. Moi, je tripais parce que c'était dans mes premiers tournages. Puis je faisais complètement autre chose sur Maelstrom en même temps. Oui, je pense que c'est un film d'amour fantastique. Oui, puis Denis Villeneuve voulait pas que je joue là-dedans. Fait que je jouais le moins possible. Fait que d'un côté, je finissais où j'étais over the top avec un personnage, j'embarquais dans le transport, pouf, je me ramassais sur l'autre tournage où c'était beaucoup plus low profile, tu sais. Ah ouais, fait que c'était le fun comme expérience. Qu'est-ce que tu dis? Il voulait pas que tu joues? Ben, moi, je me souviens que Denis me l'a dit après, dans le temps, quand j'étais allé passer l'audition. Il voulait pas que ça soit toi? Non, je passais à l'audition, puis moi, je commençais, puis je veux sortir des James Hindman, du monde de même, je fais, tu sais, je l'aurais pas. Puis j'attends, puis il m'avait conté que c'était son frère qui était à la caméra dans ce temps-là pour l'audition. Il m'avait conté que quand j'avais changé de pièce, puis il était venu me voir pour me dire, ce sera pas long, on vient te chercher dans 5 minutes. Puis il était rentré de l'autre bord, il était allé voir son frère, puis il y avait du nouveau casting, c'est lui. Je voudrais que ce soit lui. Il dit, s'il joue pas, s'il est hyper naturel, je le prends, tu sais. Dans ce sens-là. J'ai eu la chance de tomber l'autre bord, puis moi, avec mes années d'expérience en arrière de la caméra, j'avais compris que, surtout au cinéma, faut que tu vives les affaires, puis tu forces rien. T'sais. Fait que s'il y a quelque chose que tu vis pas intérieurement, faut toujours que ce soit naturel, puis le moins joué possible. OK. Puis c'est ça que j'ai proposé, fait que je suis bien tombé. Puis après ça, le tournage, mais c'était ça. OK, parce que c'est drôle, parce que comment tu dis ça c'est un langage d'acteur, là, mais tu sais, moi, quand tu dis « il voulait pas que je joue », c'est quoi, il te voulait pas dans le film? C'est ça qu'il dit, tu sais. Mais non, au contraire, c'est surjoué, puis jouer gros, puis... Tu sais, quand tu penses, mettons, à Pacino dans Le Parrain, tu sais, Pacino, à cette heure, bon, il fait du Pacino, puis il est toujours over the top, mais quand tu le vois dans Le Parrain, il joue pas, il fait rien, mais il se passe 1000 affaires en arrière de ses yeux puis dans sa tête. Fait que ça veut pas dire de lâcher une scène quand tu joues. Tu joues. T'es impliqué, mais tu joues pas. T'es le plus naturel possible. T'sais. Mais il se passe 1000 affaires pareilles. Comme quand on se parle là, on se parle normal, mais je pense à 3-4 affaires en même temps. Puis c'est un peu ça que tu vois dans Face à Pacino quand tu vois Le Parrain. C'est capoté, tu fais ta branche. Il gère une grosse patente, il se passe 1000 affaires dans sa tête, quelque chose, mais il joue pas. Il vit là à l'écran. Fait que Denis Villeneuve, il voulait ça hyper naturel. Puis c'est ça que j'ai proposé. Puis c'est ça qui me ramenait quand je tournais les deux en même temps. C'était fascinant parce que j'allais faire Hochelaga où j'étais... ça va pas être over the top. Puis là, je tombais après ça avec Maelstrom où j'étais juste là. Fait que c'était... C'était comment jouer pour Denis Villeneuve? C'est le fun parce que c'est un gars qui chaque frame, chaque quart des pensées. Fait que c'est un gars qui est très sweet, très cérébral, mais très intelligent, mais très sweet. À la limite, il y a un petit côté, je dirais, puis c'est pas péjoratif, là, il y a un petit côté autiste, là, il y a un petit côté geek, un peu... OK. Perfectionniste. Perfectionniste, très brillant, très geek, très sweet. Il y a quand même de l'humour, c'est un gars qui est le fun, mais... Fait que tu te sens en bonne main parce que tu sens que chacun de ses plans puis chacun de ses frames est pensé pour le film. Puis, fait que tu te sens en confiance, puis c'est calme, puis tu sens que c'est un gars brillant. Fait que c'est pas... puis quand il te donne une note, toujours... je me souviens d'une réplique à un moment donné où on portait un toast à la mort de mon père. Puis c'est vrai que je la surjouais pas, mais il est juste venu me voir, fait juste le dire. OK, parfait.
Je le dis. Puis à l'écran, c'était 4 fois plus efficace. Fait que c'était toujours des bons petits cues. Il y avait un bon œil. Oui, il y a un très bon œil, une très bonne sensibilité au niveau du jeu. Puis tu sens que c'est un gars qui contrôle. Pas qui contrôle, c'est un mauvais mot, mais qui est en contrôle de tout. Il est capable d'avoir la sensibilité de l'écoute du jeu, mais qu'en même temps, c'est exactement ce qu'il veut à l'image au niveau technique. T'sais. C'est pour ça que ces films sont beaux de même. Ils sont bien. T'es pas étonné de le voir aussi qu'il est rendu aujourd'hui? Non, puis il est resté lui-même. Je l'ai croisé il y a. Pas parce que moi j'ai croisé. Là. Moi je l'ai croisé, puis c'était le même Denis. Là. C'était lui, Jean-Nic, ça va. Bon, ça va. Mais pour l'avoir entendu raconter des histoires où il est en main, parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup les stars qui décident. Les actrices et les acteurs, c'est big. Hein? Fait que les actrices et les acteurs, quand ils se font dire tu vas jouer dans tel film, c'est qui réalise, OK? Puis quand ils savent pas c'est qui, ils veulent le rencontrer. Puis c'est un peu eux autres qui, à la dernière minute, vont dire je le fais ou je le fais pas, ou je le fais pas avec ce réalisateur-là. Puis je me souviens que ses premiers gros films, il rencontrait les actrices et les acteurs, puis il était lui-même. Il n'a pas changé. Il se faisait demander qu'est-ce que tu veux faire avec ce film-là. Puis au lieu de créer une affaire qui n'existe pas, puis d'essayer d'en mettre plein la vue ou de charmer, ben il disait je sais pas encore, j'ai une idée, mais on va le trouver ensemble. Puis ça, c'est Denis, tu sais. Ouais. Puis ça a plu beaucoup aux stars américaines, tu sais, qui ont tout de suite capoté sur lui. Fait qu'il est resté le même gars calme. Je le pense pas qu'il était bien nerveux avant de faire un projet. C'est un gars qui est tellement bien préparé, puis je pense qu'il a confiance en lui, mais justement sans cette espèce d'ego négatif qui fait que tu prends des mauvaises décisions. C'est un gars très posé, très à l'écoute, capable de discuter avec une actrice, un acteur, avec son équipe autour, en respect. C'est un gars hyper respectueux. Il est fin. C'est un Christ de bon gars. Faut que tu sois capable de travailler en équipe, là, rendu à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qui fait qu'il est capable de naviguer là-dedans puis de s'écouter. Tu sais, il s'est fait offrir des grosses affaires. Il s'est fait offrir des films de super-héros. Oui, puis de patentes de même, tu sais. Puis à un moment donné, il s'est fait parler d'un James Bond, puis il sentait qu'il était pas là, ou c'était pas le genre d'affaires qu'il avait envie de faire. C'est beaucoup écouté à travers tout ça, puis respecté. Tu sais, s'il fait de la science-fiction, c'est parce que c'est un tripeux de science-fiction en ce moment. C'est pas parce qu'il s'est fait offrir des affaires qu'il s'est dit, m'a travaillé. Puis c'est un gars qui s'écoute beaucoup. Fait que je pense qu'à travers tout ça, c'est ce qui fait qu'il est fort, puis il est respecté, puis que t'as des gars comme Spielberg qui le reçoivent en entrevue devant du public, puis c'est Spielberg qui pose des questions à Denis Villeneuve. Denis Villeneuve n'en revient pas parce que c'est comme, man, c'est Spielberg qui me pose des questions. Tu sais, il est immensément respecté à cause de tout ça. Puis il vient de chez nous, tabarnak. Il vient de chez nous. Ben oui, mais c'est vrai. Un Québécois, tabarnak. C'est vrai, c'est trippant, tu sais. Ah, moi, là, c'est comme quand je vois Georges Saint-Pierre. Là, tu sais, j'ai la même fierté quand je la regarde. Là. Puis ces films, j'ai trouvé écœurant, fait que ça tombe bien. Moi, il y a de quoi de trippant dans mon milieu au niveau des... Moi, j'ai pas ça, mais au niveau des actrices et des acteurs, on dirait que le monde leur appartient à cette heure. Ils n'ont plus cette gêne-là. Tu sais, moi, je me souviens qu'à une certaine époque, quand j'avais fait Maelstrom de Denis Villeneuve a beaucoup roulé dans des festivals aux États-Unis. OK. Puis mon agent a eu des appels de producteurs américains. Puis je me souviens, ça c'est une autre histoire avec mon agent de l'époque. Là, il me l'avait dit 2 semaines après, qu'il leur avait dit que j'avais un accent, puis tout, puis je t'en maudis. Mais ça a pu été mon agent à un moment donné pour diverses raisons. Je nommerai pas cette personne-là parce que c'était une bonne personne, ça n'a rien à voir, mais ça m'avait un peu choqué. Mais il reste que moi, j'avais cette peur-là quand même aussi. T'sais. Moi, j'aurais voulu auditionner pour ces producteurs-là, mais j'aurais eu une immense peur. Ça m'avait dit, tu prends l'avion, tu t'en vas à Los Angeles, tu t'en vas auditionner pour... On dirait que les jeunes n'ont plus ça. Ça, je trouve ça extraordinaire. Je regarde des jeunes qui performent ailleurs. On a des acteurs québécois qui font des séries américaines qui sont... Tu sais, Arnaud, c'est quoi son nom de famille? Non, c'est son nom de famille, Arnaud. Je ne me souviens plus de son prénom. Il a joué dans les Borgia. En tout cas, lui, à un moment donné, quand il a joué dans les Borgia, avant qu'il joue, il a pris l'avion pour aller auditionner à Londres. Tu sais. Puis, peut-être qu'il était un peu stressé, mais il est allé pareil. Moi, j'aurais freaké à l'époque. Toi, c'est quoi qui te faisait peur de ça? Moi, je suis d'une autre génération. On est de la génération où on trouvait encore ça big, où probablement mon anglais n'est pas parfait non plus. C'est tout ça qui me stressait. Puis on dirait que les jeunes sont plus citoyens du monde à cette heure. Il y a comme une ouverture sur... pas trop, prends l'avion, on va auditionner à Londres, pas de problème. Tu sais, moi, je viens vraiment d'une génération où notre anglais... En tout cas, moi, mon anglais n'est pas parfait. On a une peur... J'ai tourné en anglais, mais on a une peur par rapport à ça, de ne pas être en possession de nos moyens. J'ai plus ces peurs-là maintenant.
Mais ça, c'est une autre histoire. Mais à cette époque-là, plus jeune, dans vingtaine, dans trentaine, j'étais un peu stressé par rapport à ça. Tu sais. Ah, fait que t'aurais aimé ça avoir une carrière à l'international? J'aurais aimé ça avoir des moyens pour faire des grosses affaires des fois. OK. Tu sais, moi, des films épiques, ça me fait triper. Moi, être à cheval et avoir 600 figurants à cheval à côté de moi, j'aurais aimé ça. Tu sais. OK. Je voulais faire des westerns quand j'étais jeune. Je ne ferais jamais de western. À moins que je m'écrive un western québécois. Mais tu sais, des films moyenâgeux, on dirait que des grosses scènes shakespeariennes sur le bord d'une muraille tournée en Europe quelque part avec des figurants. Tu sais. T'aurais trippé. Oui, j'aime ça. Je trippe ces films-là. Puis c'est le petit gars, moi, qui parle. Là. Mais c'est ça que je vois quand je vois l'international, alors que c'est pas juste ça. Je veux dire, tu peux faire un 8 kilos pour les 3 acteurs, puis ça peut être un film international pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était comme une porte vers ça, moi, que je trouvais intéressante. T'sais. Puis en même temps, je me suis pas donné les moyens pour. Là. J'ai pas perfectionné mon anglais. J'ai vécu d'une certaine peur où je me suis empêché de faire ça aussi. J'aimais mieux rester le petit king du Québec que d'essayer d'essayer de quoi. T'émanciper ailleurs. Hein. Oui, j'ai plus ces peurs-là maintenant, mais à l'époque, j'avais ces peurs-là. T'sais. Comment tu l'as réparé? Comment tu as changé ça dedans de toi? La thérapie, l'âge, la vie, des accidents de parcours, les enfants. Là. J'ai plus aucune ou presque peur dans ma vie. J'ai plus d'anxiété non plus. C'est toujours là, mais c'est que ça t'habite plus. Ça m'habite plus. Puis si je tombe une petite affaire là-dedans, je le vois. J'ai surtout le réflexe de le voir très, très vite. Ouais, fait que t'as les outils pour... Ouais, je me distancie, puis je fais « Hey, qu'est-ce que t'es en train de faire là, le grand? » Je me vois aller, puis je fais... Mais ça, c'est le fun. Ouais. C'est peut-être un des avantages, en tout cas dans mon cas, de vieillir. Là, je dirais pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui restent anxieux longtemps, mais c'est de un peu me calisser de tout. Puis ça n'a rien à voir avec le sérieux que j'ai par rapport à ma job, parce que j'ai un tripeux de c'est d'avoir un lâcher-prise, c'est ça que tu parles. Là. J'ai plus de peur. Je me fais appeler pour des affaires des fois dernièrement. Là, je ne parlerai pas de projets qui s'en viennent, mais avant, j'aurais fait « Oh mon Dieu, c'est intéressant. Ouais. » Puis il n'y a rien qui m'habite. J'ai plus la petite boule là. J'ai plus le stress. Mais je suis immensément... Tu sais, je te parlais de Jim Carrey tantôt. Je voyais des photos. Ouais. J'ai la grande capacité maintenant d'être dans le moment présent. Tu sais, là, je suis avec toi. On jase. Ma tête n'est pas ailleurs. Puis elle ne sera pas ailleurs, mais j'arrive à faire ça pratiquement tout le temps à cette heure dans ma vie. J'appréhende plus des patentes qui peuvent arriver comme j'appréhendais avant des affaires qui pouvaient arriver. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon cerveau, c'est un bel outil. Là. C'est un outil qui peut me permettre d'écrire, qui peut me permettre de brainstormer sur des projets, d'être créatif, d'avoir du fun, de préparer mes affaires parce qu'il faut que je paye mes impôts, tout ça. Mon cerveau, mais c'est un outil, puis il ne gère pas ma vie. Puis quand mon cerveau gère ma vie, je suis dans la merde parce que mon cerveau, il n'est pas capable d'être dans le moment présent. Il est tout le temps soit dans les regrets du passé ou dans l'appréhension du futur. Ouais, moi, je vis exactement ce que tu vis en ce moment. Ben, que tu vivais avant. Ah oui? Ouais. Moi, j'étais en train de travailler sur moi pour avoir un lâcher-prise parce que c'est super plate, mais tu sais, moi, j'ai une blonde incroyable, on vient de se fiancer, on a des beaux projets qu'on vit en ce moment, mais j'y vis tout le temps une semaine après. Tu sais, je fais tout le temps, hey, la semaine passée, hey, c'était donc le fun. Mais dans le moment, là, je suis comme, Chris, ce style-là, demain, il faut que je me prépare parce qu'il va y avoir telle affaire qui s'en vient. Là, la semaine prochaine, il me semble que j'ai un affaire. Il va falloir que je vérifie avec l'autre parce que je suis pas sûr si. Mais je vis pas le moment présent. Fait que, tu sais, de quoi tu parles? Là? Mais arriver à se préparer, c'est correct, parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Tu prépares tes entrevues, mais si t'es dans le stress relié à ça, c'est une autre affaire. C'est ça. Si t'arrives à le faire calmement... Tu sais, moi, j'en ai des projets, j'ai des meetings, des fois, il faut que je me prépare, mais j'ai surtout plus, une semaine avant, mon Dieu, comment je vais faire pour me préparer? Ça existe plus. L'anxiété de ça. Là, je regarde les dates, je fais, oui, c'est vrai, j'ai un meeting Zoom demain, telle affaire. Ah oui, il faut que je check mes affaires. Fait que là, je trippe à checker mes affaires. OK, je me prépare, des recherches, de la lecture. C'est cool. Mais j'ai plus tout le stress qui enrobe ça. J'ai gardé un petit stress financier, puis ça, c'est encore la patente qui me reste à réparer. Mais ça remonte à mon enfance, mon père qui a tout perdu, puis j'ai comme pensé que j'allais faire la vie de mon père, puis j'allais tout perdre un jour, puis... Mais c'est une blessure que j'ai en partie réglée, mais j'ai encore un petit peu de travail à faire là-dessus, mais au moins, je tombe plus dans... Hey, moi, j'ai des périodes, là, ma blonde m'a déjà ramassé, couché pendant 3 jours dans le sol en fœtus, parce que j'étais plus capable de me déplier, puis j'avais mal au ventre, je suis rentré à l'hôpital, puis j'avais rien, tu sais. Ah ouais, trop stressé. Ça te donne une idée de l'anxiété que je vivais, là. Ben oui.
Ben, en tout cas, toutes mes félicitations d'avoir pris ça en main, mon gars. Ouais, à coup de 2 thérapies par semaine. Non, mais Chris, c'est ça qu'il faut faire, tabarnak. Ouais. Puis, ouais. Tu sais, moi, j'avais écouté un speech d'un dude, c'était tellement simple, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, gars, c'est simple, t'as un problème, tu sais que t'as un problème, tu sais qu'est-ce que t'as à faire pour le régler. Maintenant, fais-le, puis prends ça en main. C'est souvent ça. Là. Ça arrive. C'est quand tu as un détachement émotif. Quand tu es pogné émotivement, tu as de la misère à le prendre en main et à le régler. Ouais. Quand tu as un détachement émotif par rapport à quelque chose de concret qui arrive, c'est toujours là où tu as raison, c'est toujours de la façon dont tu prends les choses. C'est le pouvoir que tu as, c'est ça. C'est pas tant. Tu sais, le fameux, là, la loi de l'attraction, je vais te transformer. Oui, tu peux transformer tes habitudes de vie, ça c'est clair. Il y a des choses dans ta vie que tu peux transformer, mais tu peux surtout transformer la façon dont tu prends les affaires qui t'arrivent. Fait que les affaires arrivent, puis tu as toujours une couple de chemins différents que tu peux utiliser. Tu sais, je dis ça à ma fille souvent qui est dans la semaine prochaine, je sais pas comment je vais faire. Je suis comme là, on est ensemble, Simone, on jase. Là. La semaine prochaine, ça n'existe pas. Je dis, il y a de quoi qui s'en vient la semaine prochaine, c'est correct, mais j'ai dit, c'est la façon dont tu le prends qui va changer les chemins que tu vas prendre. Je dis toujours, tu as différents chemins dans ta tête, change de trail. Tu es dans le trail de la merde en ce moment. Tu es dans le trail où il n'y a rien de bon, il n'y a rien. Tu traverses l'autre bord, il y a plein d'autres chemins qui existent. T'sais. Puis prends ce chemin-là, tu vas voir, ça va être bien plus trippant. J'ai l'impression que c'est ça que notre terre va nous donner. Tu sais, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, tu sais, les parents d'aujourd'hui, que les enfants s'en viennent. Parce que là, de qu'est-ce que je comprends, on dirait que les enfants s'en viennent de plus en plus stressés pour des affaires qui n'existaient pas avant. Comme l'éco-anxiété. Tu sais, ça n'existait pas, ça, Chris. Fait que, tu sais, il va falloir suivre ça. Qu'est-ce qu'on transmet à nos jeunes, comment qu'on le transmet, ça va faire partie de ça. Puis peut-être eux autres vont réussir à régler ça. Puis peut-être. Mais tu sais, je regarde mes filles. Ma fille de 12 ans consulte, puis c'est elle qui l'a demandé. Fait que déjà, ma fille de 12 ans, elle a cette conscience de 10 ans, jase bien plus de ses émotions puis de ses affaires que moi, je pouvais le faire quand j'étais jeune. Ça n'a rien à voir. Fait que déjà, en partant, tu fais, elle a 12 pas d'avance sur ce que j'étais quand j'étais jeune. Là, ça doit te rendre fier aussi. Oui. Oui, puis je pense qu'on fait une bonne job. On fait une bonne job aussi de les voir aller vite puis de les calmer. Moi j'ai commencé à les... Mais tu sais, ils sentaient ma nervosité de l'époque. Là. Là, ils sentent que je suis transformé. Ils font non, mais calme, Master, avec toi, papa. Il faut que ça soit calme. Pas juste crier par la tête. On peut jaser, on peut avoir du fun, on peut profiter du moment, rire. Tu sais. Fait que ma job, c'est de les calmer le plus possible. Ouais. J'aime ça entendre ça. Ben, c'est good. Je veux revenir au film Hochelaga. Ouais. Quand que ça a sorti, ça, comment que ça a été reçu, ce film-là? Ça a été super bien reçu, Hochelaga. Ouais? Ouais, c'est drôle, je croisais. Je me suis mis à croiser un public. Ben, c'était le premier film, fait que je croisais pas même de public avant, mais j'avais vraiment un public de gars que je croise encore des fois qui fait Hey man, c'est Hochelaga! Tu sais, c'est public différent. Ouais. Je ferais sûrement partie de ce public-là. Avec 3-4 biens. Ça, puis La Loi du Cochon, c'est un public. C'est le prochain que je vais te parler. Fait que, mais ça a été bien reçu. Ça a été bien reçu parce que. Puis je pense que ça a été bien reçu du monde des. Je dirais pas du monde des motards, mais d'une certaine catégorie de public qui. Je me souviens d'avoir eu beaucoup de bons commentaires. Puis ça avait bien marché, le film aussi. C'est ça. Écoute, c'est une bonne réception. Là. Le monde tripait bien raide. Y a-tu des mauvaises critiques comme quoi le classique, ça glorifie les motards ou des enfants de Je me souviens pas de ça. Non. Je me souviens que Michel avait des bonnes critiques. Non. J'ai pas. Ça fait longtemps, hein, puis je me souviens pas de mauvaises critiques. Surtout avec la fin là, qui montre que c'est ça, t'es de la chair à canon. Oui, ben oui. Non, le film ne glorifiait pas les motards. Là. C'est sûr qu'on tripait parce qu'à l'écran, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. On n'avait pas vu souvent au Québec. Fait que là, mais en même temps, le message du film, c'était pas ça pour tout. Là. Il y avait ça, puis le dernier chapitre, je me souviens qu'il y avait une série. Oui, une série. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'était bon en tabarnak. Ouais. Fait que là, ça m'amène à te parler de le film La Loi du Cochon. Ouais. Que j'ai l'impression que ce film-là, il est devenu culte avec les années. Oui. Des répliques qui sont restées cultes. Ouais. C'est Joanne Arsenault qui avait écrit. Ouais. Oui, il y a vraiment des répliques cultes. Tu croises des gens qui se souviennent encore des répliques. Moi, il y a du monde qui me croise qui font
du sushi. Ils me disent du sushi, esti, puis pauvre cochon. Parce que mon personnage, à un moment donné, il écoute un documentaire. C'est quasiment un psychopathe, mon personnage, mais il écoute un documentaire, puis il est triste à cause qu'il arrive quelque chose au cochon dans le documentaire, puis il fait pauvre cochon, esti. Tu sais, on se fait dire des affaires, puis Sylvain Marcel s'en faisait dire parce qu'il y avait des répliques à 1000$ là-dedans aussi. Fait qu'il y a encore des gens qui se souviennent des répliques de patentes cultes là-dedans qui... moi, j'ai pas vu ce film-là. T'as pas vu La Loi du cochon? Non. Ça avait marqué vraiment. Ben, juste le thriller, là, il y a de l'air psychédélique, ben raide. Oui, puis c'était la première fois qu'on utilisait tournage en DV, machin. C'est une caméra qui venait d'Europe. Fait que c'était comme... une petite l'image caméra. avait comme été salie après. Je me souviens plus de quelle façon. Mais oui, c'était la première fois qu'on utilisait ça. Puis c'est oui, ça qui c'était donne ce complètement look-là. trash. C'était bien trash. Ouais. Tu sais, moi et Sylvain Marcel, on faisait un duo de malade mental là-dedans. Lui, il était comme carrément speedé sur la poudre. Puis moi, j'étais comme un grand bovin un peu... Ouais, tu jouais le colosse. Surtout là. que ça allait pas vite dans ma tête, mais tout était tout le temps un peu dangereux parce qu'on savait pas ce qu'il allait faire. C'est drôle parce que mon personnage m'était préparé, puis le seul cue que je me donnais, c'est que je prenais le temps de réfléchir, mais quand quelqu'un me parlait, mon regard après ça se rapprochait, fait que mon monde était comme proche. C'est un peu weird, hein, mais mon monde était comme proche. Ça fait que quand il réfléchissait, c'était comme là. Fait que tu sentais que c'était pas un gars qui avait une vision très loin. Fait que c'était comme... Tout devenait... Fait que là, c'était comme... Ouais... Fait que tout était proche un peu. Puis il revenait avec la personne après. Mais c'était comme un peu weird. Fait que ça donnait un duo le fun. Parce que je me souviens, les premières journées de tournage, je disais à Éric Canuel... On fait un bout de scène, puis là, je disais, Eric, Chris, je suis en train de scraper le rythme de la scène, parce que c'était Sylvain Marcel à côté de moi qui était là, ouais, Carlis, qu'est-ce qui voulait que ça roule, puis moi qui prenais le temps de réfléchir. Puis là, j'avais l'impression de scraper le rythme de la scène, puis là, Canuel, il braillait, puis il arrivait dans l'arrière de son moniteur, puis il disait, non, c'est parfait, c'est parfait, vous avez deux rythmes complètement différents. L'autre qui attend mes réponses, moi qui est comme... Ça fait que ça donnait un duo qui n'avait pas de sens. Puis c'était-tu toi qui avais créé ça? C'était le personnage qu'il voulait? Ou À l'audition, c'est ça que j'ai fait. OK. Puis Canuel a trippé. Puis il a vendu ça. Je me souviens que Sylvain Marcel allait me donner la réplique, puis après ça, il nous filmait les deux, puis il nous prenait en photo parce que c'était le duo, tu sais. Fait que là, pas longtemps après, il m'a dit c'est beau, c'est toi qui l'as. Puis je me souviens que les premiers rushs que les producteurs ont vus, ils ont fait mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ils trouvaient mon personnage trop weird. Puis Canuel était non, laissez-le aller. Ça marche. Mais c'est vrai que c'était weird comme proposition. Je me souviens que j'avais vu le seul personnage de qui je m'étais un peu inspiré. C'était dans le film des frères Coen dans Fargo. L'acteur européen, là, le grand qui passe un gars dans le grinder à un moment donné, là, qui est un genre de grand psychopathe qui ne jouait pas de la façon que je le jouais, mais qui était le grand malade mental qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on ne sait pas trop, on est tout le temps. Fait que je me souviens que je m'étais inspiré un peu de ça, mais après ça, toute l'affaire de regarder proche, puis d'être un peu dans ma tête, puis comme si l'idée flottait dans ma tête, puis qu'à un moment donné, c'était un peu moi qui avait proposé ça, ouais, c'est ça. OK. Puis ça, comment ça a été reçu du public au début? Ça aussi, ça a bien fonctionné. Je me souviens qu'à la première, le soir, Luc Picard était dans la salle parce qu'il sortait dans ce temps-là avec Isabelle Richer, puis Isabelle était dans le film, puis qu'il avait capoté. Il était allé voir Canuel, il était venu nous voir, il avait fait ça, c'est du cinéma, il capotait au niveau de l'écriture. Mais c'est sûr que Joanne Arsenault est tripante par une écriture un peu rough. Puis c'était le fun, le scénario qu'elle avait fait, c'est complètement déjanté, complètement débile. Fait que ça avait été super bien reçu, La Loi du cochon, sérieusement. Là. Je sais pas, là, je te parlerai pas de chiffre de box-office, j'ai aucune idée, je me souviens pas, mais je sais que ça avait été super bien reçu. Ouais. Parce que c'est ça, on dirait que avec les années, c'est ça, c'est devenu culte, puis ça a fait partie du patrimoine. Ouais. Comme moi, à mon époque, quand j'écoutais certains films, quand j'étais plus jeune, québécois, on se souvenait de certains films, tu sais, puis de certaines répliques de films québécois qui nous avaient marqués. Tu sais. Je pense que ça a comme pris cette tangente-là. Écoute, je croise encore des gens qui se souviennent des répliques. Là. Puis là, t'as aussi joué dans le film, c'est ça, Le Survenant, que là, on l'a vu passer une couple de fois durant ces 2 dernières semaines. Parce que justement, il y a le décès d'Éric Canuel. Puis ça aussi, c'était comment jouer ça? Là, t'es carrément à l'opposé. T'es plus proche de Maelstrom, là, dans ce film-là. Oui. Où tu joues, c'est une adaptation d'un classique québécois aussi. Il y avait une série à l'époque.
Moi, c'est un roman que j'avais été obligé de lire à l'école. Fait que c'est un roman qui est... moi, je trouve pas que c'est un... Moi, c'est pas un roman qui m'avait passionné dans le temps. OK. Mais c'est quand même un classique québécois, Donc, oui, fait que tout ça, c'était une grosse affaire. C'était le rôle principal, gros budget. Mais c'était un film qui a marché. On a eu 3 millions d'entrées au box-office. Fait que c'était le fun à faire, ça. C'était bien trippant à faire. Encore avec Éric Annuel, qui était un gars qui avait une énergie extraordinaire sur un plateau. Un grand technicien aussi, qui connaît tout, qui avait un œil pour tout. Fait que c'était le fun à faire. J'ai pas trop senti la pression du rôle principal, un film avec un gros budget, je me souviens plus. C'était un budget de 6 millions, 7 millions, je me souviens plus. Mais j'aime bien. Je trouve ça bien trippant faire des affaires d'époque. Ouais, j'ai bien du fun. J'avais bien du fun. Les chevaux, l'époque, les costumes, la gang que j'avais autour de moi. Tu sais, François Chénier était dans le film, ma chum Catherine Trudeau était là aussi. Fait que Gilles Renaud qui faisait un peu mon père spirituel dans le film, parce que c'est un peu ça l'histoire, il devient comme ma référence, tu sais. Puis Gilles Renaud était mon directeur à l'École nationale de théâtre, c'est lui qui m'a accepté à l'École nationale de théâtre, fait que j'avais comme un lien avec Gilles, tu sais, fait que ça c'était bien trippant, l'équipe autour, on a tourné sur 3 saisons aussi, ça c'était le fun, tu sais. On a eu des pauses où on revenait pour avoir des bouts d'automne, des bouts d'hiver, des bouts de... Fait que ça, c'était bien le fun. Fait que toute cette grandiose-là, je le vivais un peu, tu sais, mon espèce d'envie de faire des patentes à grand déploiement. J'avais quand même ça, tu sais. Un Shop Angus, quand il avait refait tout le marché de l'époque, avec les chevaux tout, où j'ai la scène où on voit que mon personnage, le survenant est fort, où je lève une carriole pour qu'il remette la roue, parce que, tu sais, mais c'était comme plein de figurants, gros décors qui avaient été faits d'un Shop Angus à l'extérieur, avec un green screen en arrière pour faire le port, puis... Fait que j'avais ce feeling-là quand même de grandiose que comme petit gars, j'avais envie de vivre, tu sais, en tournant un film. Tu sais, j'ai comme vécu un peu dans ce moment-là. T'es-tu entraîné pour ce film-là? À l'époque, je m'entraînais, mais je m'entraînais pas. Je me suis pas entraîné pour le film. Okay. C'est une époque plus jeune où, effectivement, j'avais commencé à m'entraîner un peu. Parce qu'il faut que tu sois bâti dans ce film. Ouais. Parce que t'as le rôle du gars fort. Là. Oui. Mais tu sais, déjà, j'étais grand. Oui, je m'entraînais un peu. Fait que tout ça sortait de la patente, dégageait cette affaire-là. C'était pas la caractéristique principale, là, mais ça aidait. Ça aidait effectivement pour le film. Moi, je me demande comment tu prends ça. Tu sais, quand que les médias québécois te rentrent dans le sexe. Case. Non, mais le sexe symbole du Québec, là, tu sais. Ben, c'est dur parce que ça t'appartient pas, dans la mesure où c'est l'idée que les gens se font de quelque chose. Tu sais, c'est comme un compliment, mais en même temps, ça vient-tu avec une pression ou c'est pas le fun à avoir? La seule pression que je me mettais, c'était je voulais pas que mes rôles soient ça. Okay, ouais, j'imagine. Puis quand je construis un personnage, de toute façon, c'est pas la tangente que ma carrière a prise. Tu sais, je me suis pas ramassé à faire juste des rôles de comédie romantique ou de patente de même. Parce qu'il n'y a pas trop ça non plus au Québec, tu sais. Puis je me suis souvent arrangé pour construire des personnages. Donc j'ai fait plein de personnages différents. Des pas beaux, des pas fins, des psychopathes, des bons gars, tu sais. Fait que je suis passé par un paquet de rôles. Fait qu'au moins, j'ai pas pris cette tangente-là. Mais ma seule réponse que j'avais là-dessus, c'était mes personnages sont pas construits là-dessus. Le charme, ça se joue pas. Tu joues un paquet d'affaires. Si t'as du charme à travers ça, t'en as, mais... Fait que... Puis ça m'appartenait pas, parce que je viens pas de ce monde-là. T'sais, autant je viens d'un milieu de sport, autant j'avais pas le casting au secondaire du corps arrière d'une équipe de football. Là, fait que j'étais complexé, j'avais peur de pas pogner avec les filles. Fait que j'ai pas ça en moi qui faisait que... Fait que tout d'un coup, c'était un peu surprenant. Je te dis pas que je trouvais pas ça le fun quand j'allais dans les bars puis qu'à un moment donné, je jasais avec une fille puis qu'il y en a un autre qui me mettait un numéro de téléphone dans mes poches, mais je restais le gars sympathique, fin avec les filles, un peu paresseux, j'étais pas sur la crouse ben tant que ça, tu sais, j'étais pas... Fait que ça m'appartenait pas, fait que c'était difficile de répondre à ça, c'est comme un qualificatif de... Tu sais, moi, j'étais un enfant complexé, fait que tout d'un coup, de vieillir puis que... Vieillir me va bien, puis que je suis un grand gars, supposément, qui paraît bien. Fait que ça a fait, c'était nouveau, c'était le fun, mais tu sais, j'ai pas. C'est pas quelque chose. Te dire que l'effervescence des bars, je l'ai pas vécu, ce serait pas vrai. Tu sais, quand tout ça a apparu, j'étais comme fait, waouh, tu sais, ça m'arrivait de consommer un peu, de sortir, puis de faire, waouh, c'est le fun. Je pensais pas vivre ça dans ma vie, de rentrer quelque part, puis qu'il y a 3-4 filles qui me regardent, puis qu'une vient me jaser, puis waouh. Mais ça s'arrête
un peu là, tu sais. Parce que ça fait pas partie de mon travail au quotidien non plus. Tu sais, ma job, c'est de construire un personnage. Tu sais, moi, je tripe sur des acteurs qui... Mettons, Javier Bardem me fait triper parce que dans ses personnages, il crée des malaises. Ses personnages sont pas toujours beaux. Tu sais. Pourtant, il a été capable de faire des sex symboles dans une comédie romantique. Une espèce de gars viril. Puis de l'autre bord, il joue dans un film des frères Coen où il joue un psychopathe avec une perruque, puis il est dégueulasse. Puis il joue un dégueulasse dans James Bond, puis il trouve dans ses choix des affaires qui sont malaisantes. Fait que moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Benicio del Toro, les propositions fuckées, tu sais. C'est ça qui me plaît dans construire un personnage. Fait que d'être polyvalent. Là. Ouais. Fait que moi, débarquer quelque part, puis on l'a engagé. Puis ça m'est pas arrivé vraiment qu'on m'a engagé pour une belle gueule ou des... T'sais, assez que j'ai de la misère à être casté des fois dans des affaires parce que j'aime ça proposer des affaires différentes. C'est pas obvious tout le temps. C'est pas tout le temps clair parce que justement, je propose des affaires différentes puis j'aime ça construire des patentes puis me transformer. Fait que... Comment tu vois ça vieillir dans ce milieu où ce que l'image, c'est ton outil de travail? Moi, vieillir, je me sens bien. Je commence à me sentir mieux, à me voir aussi. Il y a toute une période, là, fin quarantaine, début cinquantaine, où je n'étais plus capable de me regarder à l'écran parce que on tourne vite. Parce que des fois, t'es shooté de profil vite, t'as plus de menton, t'es plus grand que tout le monde. Après ça, tu te transformes à l'écran, tu vieillis. Moi, j'adore voir les gens vieillir à l'écran. Moi, je tripais pas me voir vieillir à l'écran. Ça commence à se replacer. Puis là, je suis bien. Fait qu'au niveau du travail, je trouve ça le fun, ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive à proposer. Je suis dans le calme quand je propose un personnage. J'essaie pas de builder des affaires, puis je suis pas stressé avant des scènes comme j'ai déjà été. Même si des scènes bien intenses, j'en ai fait dans le Cœur battant dernièrement, des grosses scènes intenses. J'arrive là avec pas un détachement, mais une espèce de calme qui fait que j'essaie d'être le plus possible, puis ça déclenche rapidement d'être dans le moment présent. Fait que tout ça est le fun. Tout ça est trippant, comme du bon vin. C'est quand tu vis. Là où je trouve ça plus difficile des fois, j'ai des Christy de beaux personnages, là je trouve ça difficile des fois, c'est qu'il y a beaucoup de projets où les gros leads, souvent, sont pour du monde plus jeune. Puis ça devient plus difficile en vieillissant. Tu sais, Accepter ou... C'est difficile qu'une série sorte, puis les deux rôles principaux, c'est un gars et une fille dans 30 ans. Fait que quand je parle de rôles principaux, je parle vraiment du lead, du number one, du number two de la patente. Tu sais, fait qu'il y en a de moins en vieillissant. C'est pas qu'il n'y a pas des beaux personnages. Mais tu sais, des fois, en vieillissant, t'aurais le goût qu'une série, le lead, ce soit un gars qui a 55 ans. Tu sais. Il y en a, mais il y en a peu. Fait que c'est souvent pensé. Tu sais, les diffuseurs ont beaucoup le souci de vouloir rajeunir leur auditoire, même si c'est des gens plus vieux qui écoutent la TV. Donc, souvent, des leads, c'est des jeunes, des plus jeunes. Puis c'est correct, mais je trouve qu'il manque de stock. Il manque de stock pour du monde plus vieux. Tu sais. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est pas qu'il n'y a pas des beaux personnages. Non, je comprends faire le personnage trippant, tu sais, dans... Ah ouais. Puis en même temps, ça, il manque cruellement de contenu québécois, mais on manque d'argent. Ça, c'est à moi de les écrire. C'est à moi de me l'écrire à un moment donné. Là. Ça, c'est clair. Là. Mais je sais que tu as réalisé un film, toi. J'ai pas réalisé le film. T'as pas de réalisé de film? Non, j'ai écrit un court-métrage que j'ai jamais sorti, que je voulais sortir. Il est écrit tout. Je l'ai pas fait. J'y pense des fois, puis il y a tout un côté de moi, je pense, qui serait pas pire au niveau de la réalisation. Puis la seule affaire qui, pour l'instant, me met un frein, c'est la grosseur des journées. Parce que les réalisateurs, les réalisatrices, ils ont des journées de fou. Ils ont des stretches de tournage de fou. C'est débile. Fait que je suis en train de me dire, j'ai-tu l'énergie? Puis on dirait que c'est ça que je suis en train de jauger. Puis il y a un côté de moi qui se dit oui, parce que je me brûle moins à cette heure, parce que je suis calme. Fait que je suis moins fatigué. Mais en même temps, c'est des journées de mongols. Ils arrivent avant tout le monde le matin. Ils ont des journées à préparer. Ils finissent après tout le monde le soir. Ils ont des meetings. Après ça, c'est le montage. Après ça, c'est dérocher les affaires. Après ça, tu sais, fait que c'est des stress de fou quand tu réalises. Mais en même temps, il y a de quoi qui me passionne là-dedans. Je suis un gars d'image. Je suis un gars d'interprétation.
Fait que c'est sûr que c'est des affaires qui me font triper, tu sais. J'ai un kit de cinéma, j'ai un manuel de cinéma. Ah, moi tout, man. Moi, j'étais un malade. Moi, j'ai écrit 3 films. Non, j'en ai un. Vrai? Ouais, puis les 2 autres, c'est juste des idées que j'ai encore dans ma tête, qui est comme déjà écrit dans ma tête. Que faudrait que je me botte le cul à les écrire, là. Oui, botte tout le cul, ça mais le premier, je n'ai écrit un, puis j'aimerais ça un jour, tu sais, trouver le moment. Tu l'as-tu présenté à... Non. Non. Fais-le lire. Parce que dans ma tête, je sais pas, on dirait que c'est un milieu qui est inaccessible, tu sais, fait non, que... mais c'est juste que tu te fasses lire à quelqu'un qui trippe, puis que la personne a des contacts, là, tu fais « OK, go. Ouais. Tu sais, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Là. J'ai l'impression que, par exemple, c'est comme tellement de compromis, tu sais, que l'idée que tu as amenée, là, tu vas te donner à quelqu'un, puis là, il va tout changer. Ce n'est que ça. Puis des fois les créatifs proches ne veulent pas changer grand-chose, puis là, c'est ailleurs qu'il y a des compromis. Des compromis au niveau de la réalisation, au niveau du budget, au niveau de l'argent, au niveau de quand tu vas faire une demande d'argent aussi, là, tu as quelqu'un d'autre qui lit et qui fait « Ben, on trouve qu'il n'y a pas assez de filles dedans, on trouve que ci, on trouve que ça. » Tu sais, fait que là, c'est là que ça commence, la grande roue du réécrit telle affaire, une autre version, change telle patente. Fait que oui. Ah, tabarnak. Fait que des fois, quand tu veux pas en faire de compromis, c'est quasiment mieux de t'écrire un projet qui se fait avec pas beaucoup d'argent, puis tu le fais toi-même. Ben, c'est ça, je pensais, tu sais, parce que je me disais, tu sais, parce que ça coûte cher, mais en même temps, si tu trouves du monde qui veulent embarquer dans ton projet puis qui est prêt à accepter une paye moins chère pour, je sais pas, gagner l'expérience ou mettre ça dans son CV ou juste de faire des tripeux de projet, ben tu sais, on peut économiser là-dessus puis il y a façon tout le temps de, je sais pas, de moyenner quelque chose. Là, mais ça se présente aussi, c'est une bonne histoire. Tu sais, Adib Al-Qaïdé puis Julien Lacroix, dans le temps, il y avait comme socio-financé un film quasiment au complet. Oui, tout à fait. C'est drôle, j'ai fait un projet avec Adib, moi, dans le temps, ça s'appelait Les Balconneries. OK. On faisait 2 gars sur un balcon, moi un plus vieux, lui un plus jeune, qui faisaient juste jaser sur des voisins de balcon. Là. OK. C'était très drôle. On avait eu bien du fun à faire ça. Cool. Puis là, c'est ça, j'avais une dernière question. Comment t'as trouvé le sketch d'Arnaud Soli? Moi, c'est drôle, Arnaud m'a écrit, il m'a dit « Ça te dérange-tu? » J'ai fait « Pas en tout. » Moi, je suis pas le genre pas le genre d'affaire qui me dérange bien, puis j'ai fini par participer à un moment donné parce qu'il a dit à un moment donné, j'apparaîtrai dans ton écran, parfait. Fait qu'un de tes sketchs, je suis là. Non, mais je me souviens, il y avait eu la délicatesse quand même d'écrire « Ça te dérange-tu? » Ouais. Pas en tout. C'est cool, je pense que c'est un de ses premiers sketchs qui a pogné. Ah, ça marchait au bout. Son genre de geek d'informatique, finalement, qui était bandé sur moi, fait que j'apparaissais partout dans son écran. C'est ça, il montrait comment faire, je sais pas, un petit Photoshop. Alors là, votre écran d'accueil, du coup, pouf, 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 c'était too much tout le temps, c'était très drôle. Puis il mettait des faces de tout et tout. Mais moi, c'est des affaires déjantées qui me font rire. Fait que, je suis pas susceptible, ces affaires-là. OK. Puis c'est quoi, t'avais-tu montré le résultat après ou tu l'as découvert sur Internet? Puis, Moi, je me souviens qu'il m'a écrit. Je pense que je l'avais vu un sketch avant qu'il m'écrive. À un moment donné, j'ai reçu ses réseaux sociaux, en message privé, il m'avait écrit « Ça te dérange-tu, mon personnage? Je fais des sketchs, je parle de toi. » J'avais dit « Ben non, pas en tout. Je trouve ça vraiment drôle. » Je pense que ça c'était... c'est de même. J'avais vu de quoi avant. Ça m'avoir vu quelque chose avant. Okay. Je l'ai voulu en faire d'autres, puis il m'a demandé si ça me dérangeait. Ah, très cool. Hey, Jean-Nicolas Véro, c'était super cool de te recevoir, Merci, man. mon chum, c'est un plaisir. Merci, je suis content que ça a valu la peine que tu viennes, finalement. Ben oui, ça valait la peine. On l'a eu. Non, il y a juste le moment présent qui compte. Exact. Juste avant que je te laisse partir, mon commanditaire, il y avait un petit cadeau pour toi. Tu m'as-tu acheté une machine à Expresso? Ah oui, tu fit là-dedans, là, c'est ça. Excellent. Je suis un grand consommateur de café. C'est le café du WhatsApp Podcast. Fait que celui officiel, cool. Puis t'as ta propre tasse dedans. Excellent. Fait que cadeau de procafetière.ca. Merci à la gang de procafetière.ca. Merci à toi. Merci à toi d'être venu sur le podcast. Puis, y a-tu de quoi qui s'en vient? Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger? Je recommence à tourner stade. J'ai fini à cœur battant. Puis j'ai d'autres projets desquels je peux pas parler. C'est toujours pareil, notre affaire. Hein? On se fait, faut pas que t'en parles. On va attendre. On veut pas jinxer la patente non plus. Mais je recommence à tourner. Je suis en train de tourner un documentaire en ce moment aussi. Ah, très cool. En gros, là, un documentaire où je m'intéresse aux gars. OK. Je trouve qu'on a besoin de parler des gars en ce moment. Je te parlais de santé mentale. Ça,
J'en dis pas plus. Bon, mais j'ai hâte de voir ça. Ouais. Yes, mais encore une fois, gros merci Jean-Nicolas Véro. Merci. Désolé encore une fois de... Ah, il n'y a aucun problème, je faisais rien que te taquiner un petit peu. Non, mais je sais. Merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.